aussi haut que je puisse remonter, ça a commencé vers 6 ans. C'était une de mes cousines, de 10 ans mon aînée. Et elle était violente, elle était insultante, elle était perverse. Elle avait certainement une emprise sur moi. Mais la problématique, c'était que la violence était de mise dans cette famille. La caresse, le baiser, le sourire ne transparaissaient jamais. À part ceux qui étaient considérés comme étant vraiment membres du clan. Mais la personne qui m'a violée était elle-même considérée comme marginale et subissait de la violence. Et elle me l'a dit clairement. Ta mère me l'a fait. Et ça a été le truc, je crois, le plus terrible qui soit pour moi. J'étais anéanti, sur l'instant. Anéanti, parce que je comprenais pas pourquoi je devais être victime de ce que ma mère avait pu faire à cette personne. Et puis, par la suite, en me disant, elle n'avait pas le droit, en fait, de me tenir responsable de ce que ma propre mère lui avait fait. Elle n'avait pas le droit, parce que ça fait de moi une double victime. Parce que on a envie d'aimer sa mère et on la déteste. Malheureusement, je ne peux pas concevoir ma souffrance sans concevoir la sienne. Et je ne peux pas concevoir mon viol sans concevoir la vie, sans avoir conscience de la vie qu'elle a pu vivre. Et je sais trop bien qu'elle a souffert. Donc pour moi, c'est une victime qui a essayé de s'en sortir d'une mauvaise manière. C'est ça qui est terrifiant. Il y a d'autres choix pour les victimes que de devenir coupables, que de vouloir à tout prix se venger. Il faut l'accepter et puis vivre sa vie, c'est tout. Ça s'est arrêté parce que je suis parti, premièrement, et puis je crois que lorsque j'ai commencé à devenir un homme, je n'étais plus intéressant. Parce que je pense que foncièrement, elle avait peur des hommes. Il ne peut y avoir d'égalité entre le corps d'une femme et le corps d'un enfant. Parce qu'il y a un dominé, il y a une dominante. Et lorsqu'on est un enfant, on ne peut pas avoir la maîtrise du jeu comme l'ont les adultes. Donc en ça, je ne me sens pas coupable. Parce que je n'avais pas les mêmes billes. Mais par contre, ce que je crois, c'est qu'effectivement, elle a tenté de me rendre coupable aussi pour masquer sa propre souffrance, sa propre réalité. C'est toujours pire quand c'est une femme qui pose un acte criminel ou déviant. Je pense que les idéalités, les valeurs que l'on dépose chez la mère et chez la femme sont telles que tout d'un coup, quand elle rompt avec ces valeurs-là, c'est énorme, c'est pire qu'avant. Et c'est pire qu'un homme. On a connu ça pour l'alcoolisme, on connaît ça pour la drogue, on connaît ça pour toutes les questions de déviance, d'une certaine manière. En quoi un adultère commis par une femme serait-il plus grave qu'un adultère commis par un homme? Il n'y a pas de différence entre les actes transgressifs sexuels des femmes et ceux des hommes. Il n'y en a pas. Les caractéristiques de la scène criminelle sexuelle, elle peut être l'égale de l'homme. Alors, je ne dis pas qu'elle est plus violente quand elle passe à l'acte. Elle n'est pas plus, elle n'est pas moins, elle est légale. Parce que parfois, on entend dans les discours que quand la femme va passer à l'acte, eh bien, on va avoir des comportements beaucoup plus violents, des tortures, actes de barbarie, etc. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'on peut retrouver ces caractéristiques aussi bien chez l'homme et aussi bien chez la femme. C'est pas une question de sexe. Au fond, qu'est-ce que l'homme ou la femme auteur d'agression sexuelle va transmettre de ses normes et de ses valeurs à l'enfant? En quoi l'homme ou la femme agresseur sexuel va imprégner l'enfant de telle manière que celui-ci va devenir un otage de ses fantasmes? Les victimes
parfois, ne savent pas que ce qu'elles ont subi est un crime, est un inceste. Parce que ça a été commis par une femme et c'est impensable. J'arrivais pas à mettre le mot inceste sur ce genre de choses. Parce que c'était ma mère et que je l'aimais. Et qu'on a toujours été fusionnels, proches. Quand c'est la mère, enfin, c'est difficile à gérer parce qu'on est aux prises à beaucoup de sentiments contradictoires. D'amour, de rébellion, mais je préférais, moi, me trouver folle que d'oser penser quelque chose comme ça. J'ai revu une scène d'attouchement, donc, enfin, complète. Et puis j'ai revu donc, comme j'avais eu du plaisir, j'ai donc revu que j'ai redemandé à ma mère de le refaire et qu'elle a accepté le lendemain. Puis après, c'est parti dans l'oubli. Mais j'avais pas notion à l'époque que c'était mal. Il n'y avait pas de pudeur, il y avait pas de... il y avait beaucoup de... Enfin, on parlait beaucoup de sexualité avec moi, enfin ma mère et moi. Enfin, j'écoutais. Ça paraissait être quelque chose de naturel. Enfin, ce que j'entendais dire, c'était que toutes les familles étaient comme ça, que c'était normal d'être agressé, c'était normal de parler de sexualité. Enfin, c'est comme si on était complètement imbibé d'inceste, je ne sais pas comment dire. Je ne savais pas où était la norme, où était le bien, où étaient les limites. Dans ma tête, j'étais pas claire. C'est dommage. Une mère qui viole, c'est 2 fois pire parce que non seulement c'est elle qui agit, mais c'est vers elle qu'il aurait pu y avoir un recours. Voilà. La consolation, elle est toujours la Vierge Marie qui console. Donc il n'y a pas de consolation possible. Devoir dire « ma mère a profité de ma croyance pour abuser de moi », c'est accepter de mettre en cause les fondements même de notre existence. C'est comme la première pierre sur laquelle on a bâti notre vie qu'on est en train de fissurer. Je n'ai pas beaucoup de situations en tête où un adulte victime de sa mère dans l'enfance ait réussi à déposer plainte contre elle. Parce que c'est vraiment tellement anéantissant, c'est tellement retourné au néant avant la vie que déposer plainte, ça ne prend pas sens dans leur esprit. Parfois même, une victime ne supporte pas que son bourreau aille en prison. C'est pas ce qu'elle souhaite. Hein. Elle souhaite la vérité, elle souhaite être reconnue. Mon histoire a commencé avec mon beau-père. J'avais 14 ans, presque 15. Je pensais que ma mère n'était pas au courant, mais elle l'était depuis le début. Et c'est après, au bout de 2 ans, que je me suis rendu compte que finalement, cette maman, elle était aussi coupable que mon beau-père. Elle prévoyait, elle lui laissait le temps et elle a participé. Ma mère m'a demandé de le caresser. Et j'aurais jamais cru que on en serait arrivé là. J'aurais jamais cru qu'elle le voulait. J'aurais jamais pensé que ma mère était au courant et qu'elle me ferait faire une chose pareille. Quand mes parents se sont séparés, papa avait déjà retrouvé une personne dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que ma mère a eu un comportement assez terrible, puisque son souhait était de partager la vie de mon père et de sa nouvelle amie. C'est aussi pour ça que papa a décidé de divorcer assez rapidement et de s'en éloigner. Je crois tout simplement que ma mère a décidé de reproduire ce qu'elle n'avait pas pu faire à cette époque-là. Je pense qu'elle a eu envie d'une vie à 3 et elle s'est servie de sa fille. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de porter plainte. Au commissariat, on n'a pas voulu me croire sur le fait que je pouvais vivre sous le même toit que ma mère et mon beau-père, qu'il se passe tout ça et que je ne dise rien.
J'ai parlé de ma mère la deuxième fois que j'ai porté plainte, en fait, puisque la première fois, ça n'a pas abouti et que mon dossier a été fermé. Donc j'ai décidé de reporter plainte une seconde fois, là en expliquant réellement les choses et ce qui s'était passé. Et donc ma plainte a été à l'encontre de mon beau-père et de ma mère. Dès l'instant où j'ai déposé ma première plainte, je me suis retrouvée face à ma famille maternelle, face à des gens qui sont devenus des inconnus, totalement. Tout le monde m'a tourné le dos. Je me suis fait humilier, insulter. On m'a pas cru du tout. Au bout de 8 longues années de procédure, j'ai réussi à avoir un procès qui malheureusement s'est très très mal passé. On m'a reproché de ne pas savoir dire non en fait. On m'a expliqué qu'à 14 ans, une jeune fille, elle sait dire non. Et que si on ne dit pas non, c'est qu'on l'a voulu. J'ai dit non, j'ai toujours dit non. J'ai fait tout ce que je pouvais pour m'en sortir. Je l'ai pourtant bien expliqué tout au long de mon procès que c'était difficile, cette manipulation et cette emprise. Mais on m'a pas cru. On m'a pas cru. On m'a demandé de me taire. On m'a demandé de pleurer en silence. J'ai eu en face de moi des personnes de la justice qui ont rigolé jusqu'à ce que mon avocate lui demande d'arrêter. Elle a osé continuer. Pendant des minutes et des minutes entières de procès, j'ai eu cette femme en face de moi rigoler sur mon malheur. J'ai trouvé ça horrible, horrible. Pour moi, il y avait que la justice pour m'aider. Et la justice, elle a fermé les yeux. Elle a fermé les yeux. À la fin d'un procès, on dit toujours que le doute de la justice profite aux accusés. C'est quelque chose de terrible. La justice pénale, par elle-même, n'a pas d'essence thérapeutique. La justice n'est pas là pour faire œuvre de thérapie. La thérapie, c'est un autre type d'action qui doit se dérouler dans d'autres conditions, dans d'autres lieux, avec d'autres personnes. Alors quand je dis cela, je ne nie absolument pas la place que peut avoir le procès dans un processus de construction, reconstruction de la personne victime à l'égard justement des faits qu'elle a subis. Le changement actuel, c'est que la plaignante passe d'un statut d'instrument à un statut de personne. Et en tant que telle, ce qui est évidemment plus reconnu, c'est sa souffrance. Mais sa souffrance psychique, sa souffrance subjective. Et dans ce contexte-là, la grande question, qu'est-ce que je suis dans tout cela? Qu'est-ce qu'on fait de moi, hein? Et dans qu'est-ce qu'on fait de moi, qu'est-ce que je vais devenir?